Il existe un moment, un instant précis qui sépare l'empathe ordinaire de l'empathe capable de transformer les réalités. Ce moment ne se produit pas lorsqu'il parle. Il se produit lorsqu'il cesse de parler, lorsqu'il choisit le silence. Et ce qui se produit à cet instant, ce qui se déclenche dans le cerveau, dans les réseaux neuronaux, dans la chimie du corps, est quelque chose que Jung avait intuité il y a plus de 100 ans. Mais que Stanford, grâce au travail du Huberman Lab, n'a réussi à prouver que maintenant, en 2024, avez-vous déjà remarqué que lorsqu'un empathe se tait, quelque chose change dans la pièce? Que son silence pèse plus lourd que les cris des autres? Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la neuroscience. Et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement pourquoi le silence de l'empathe est plus puissant que 1000 mots. Et plus important encore, je vais vous montrer ce que Jung a découvert sur ce pouvoir et comment Huberman a validé scientifiquement chaque partie de cette découverte. Mais avant de continuer, je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer la façon dont vous utilisez votre silence à jamais, parce que la plupart des empathes utilisent le silence de manière erronée. Ils se taisent par peur, par épuisement, par incapacité à trouver les mots justes. Mais le silence véritable, le silence qui transforme, est quelque chose de complètement différent. Et c'est de cela que nous allons parler. Jung était l'un des hommes les plus brillants du XXe siècle. Il a créé des concepts qui, aujourd'hui encore, guident la psychologie, la thérapie et même les neurosciences modernes. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Jung était un introvert profonde. Tous ceux qui le connaissaient en témoignaient. Il préférait travailler seul, il se ressourçait dans la solitude. Il exigeait le silence lorsqu'il écrivait, et il avait un refuge privé, à Bollingen, en Suisse, où il passait de longues périodes dans un silence complet, en 1921. Jung a publié un livre intitulé « Type psychologique ». Dans ce livre, il a cartographié pour la première fois la différence fondamentale entre introverti et extroverti. Et ce qu'il a dit sur l'introverti a changé. Tout ce que nous comprenions sur l'esprit humain. Jung a écrit qu'il existe deux formes fondamentales d'adaptation dans la nature. L'une par une plus grande fertilité, avec un pouvoir défensif relativement faible, l'autre par un équipement individuel, avec de multiples moyens d'autoprotection. L'introverti, selon Jung, tend à se défendre contre les demandes extérieures, à se préserver de toute dépense d'énergie directement liée à l'objet, consolidant ainsi pour lui la position la plus sûre et inexpugnable. Et voici la clé. Le silence de l'introverti n'est pas de la faiblesse. C'est une forteresse, une position stratégique qu'il adopte pour préserver son énergie et son pouvoir. Mais attendez, c'était en 1921. Comment pouvons-nous être sûrs que Jung avait raison? C'est là qu'interviennent Huberman et les neurosciences modernes. Une étude publiée en 2024 dans la revue Mindfulness, liée à Springer, a examiné quelque chose de fascinant. Les chercheurs voulaient comprendre comment la pratique du silence affecte la connectivité cérébrale. Ils ont analysé des données d'IRMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, de 13 méditants vipassana de longue durée. Ces méditants avaient en moyenne 11 000 heures d'expérience de méditation au cours de leur vie. Ils ont comparé ces données avec celles de 34 sujets sains, sans expérience de la méditation, et également avec un grand ensemble de données du projet Connectome humain, comprenant 169 participants. Ce qu'ils ont découvert était révolutionnaire. La pratique du silence modifie la connectivité entre trois réseaux cognitifs fondamentaux. Le réseau du mode par défaut, connu sous le nom de RMD, le réseau d'attention dorsale et le réseau de langage. Chez les méditants qui pratiquaient le silence, la connectivité entre ces réseaux était réduite, et cela se traduisait par moins de pensées spontanées pendant la méditation et une expérience de méditation plus profonde.
Pensez à ce que cela signifie. Lorsque vous pratiquez le silence de manière constante, votre cerveau se reconfigure littéralement. Les pensées verbales diminuent, le bavardage mental se calme, et vous entrez dans un état de conscience plus profond. Jung le savait intuitivement. Il a passé des décennies en silence à Bollingen parce qu'il comprenait que c'était ainsi qu'il accédait aux couches les plus profondes de la psyché. Nous en avons maintenant, la preuve est scientifique. Mais il y a plus. Et c'est quelque chose que Huberman a expliqué dans son épisode sur le nerf vague. Il existe un système dans votre corps qui communique constamment entre votre cerveau et vos organes. Ce système est dominé par le 10e nerf crânien. Le nerf vague, le mot vague vient de vagabond, celui qui erre. Et de fait, le nerf vague est un ensemble vaste et énorme de nerfs qui errent dans votre corps. Huberman a expliqué qu'il existe quelque chose appelé interoception. C'est notre perception de notre paysage intérieur, des choses comme nos battements cardiaques, notre respiration, le degré de plénitude ou de vide de notre intestin, mais aussi notre paysage intérieur en termes de chimie. À quel point nous nous sentons acides, à quel point nous nous sentons bien ou mal à l'intérieur, et voici le point crucial. Le stress modifie la chimie de votre intestin en raison de la façon dont il désactive le nerf vague et réduit au silence les neurones qui communiquent de l'intestin au cerveau. Lorsque vous êtes stressé, votre nerf vague est fondamentalement réduit au silence. Vous perdez la connexion avec votre corps. Vous cessez de ressentir vos intuitions. Vous cessez d'entendre la sagesse qui vient de l'intérieur, mais l'inverse est également verae. Lorsque vous choisissez le silence consciemment, vous activez le nerf vague, vous reconnectez le cerveau et le corps, vous amplifiez votre interoception. Huberman a appelé cela la conscience interoceptive. On l'appelait autrefois le tonus vagal. Mais il préfère le terme conscience interoceptive parce qu'il prend en compte tout ce qui se passe avec le vague. Maintenant, reliez les points. Jung a dit que l'introverti se renforce dans le silence. La neuroscience prouve que le silence réduit la connectivité des réseaux cérébraux associés au bavardage mental. Huberman montre que le silence active le nerf vague et amplifie la conscience interoceptive. Et les empathes, par définition, sont des personnes ayant une haute sensibilité interoceptive. Ils ressentent ce que les autres ressentent. Ils perçoivent les changements subtils dans l'environnement. Ils traitent les informations émotionnelles différemment. Lorsqu'un empathe entre dans le silence, il ne se contente pas d'arrêter de parler. Il active tout un système neurobiologique qui amplifie ses dons. Son nerf vague se connecte plus fortement. Son interoception s'aiguise. Ses réseaux de langage se calment. Et il entre dans un état de perception élargi auquel les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas accéder. Et c'est pourquoi le silence de l'empathe pèse si lourd. Ce n'est pas seulement une absence de son, c'est la présence de quelque chose de plus grande. C'est l'activation d'un mode de perception qui transcende les mots. Mais attendez, parce que ce que je vais révéler maintenant est encore plus pire au fond. Jung n'a pas seulement compris le pouvoir du silence. Il a compris que le silence est la porte d'entrée vers l'inconscient. Dans son livre « Ma vie », Jung a décrit comment il entrait dans des états d'imagination active. Il s'asseyait en silence, laissait son esprit vagabonder et permettait aux images d'émerger de l'inconscient. Il disait que c'était ainsi qu'il accédait à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, les couches les plus profondes de la psyché qui connectent tous les êtres humains. Maintenant, voyez ce que les neurosciences ont découvert. En 2025, des chercheurs ont publié dans Network Neuroscience, un journal du MIT Press, une étude sur les états cérébraux pendant la méditation concentrative avancée. Ils ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique à 7 Tesla, la plus puissante disponible.
Et ils ont identifié 3 états cérébraux distincts pendant la méditation profonde. Le premier était un état anticorrélé avec le réseau du mode par défaut. Dans cet état, le RMD était supprimé tandis que d'autres réseaux étaient actifs. Le second était un état hyperconnecté, où de nombreuses régions cérébrales communiquaient simultanément. Le troisième était un état faiblement connecté, avec une communication minimale entre les régions. Les chercheurs ont découvert que l'état anticorrélé avec le RMD était plus prévalent pendant la méditation que pendant les états de contrôle. Et les méditants qui pratiquaient le silence montraient une connectivité réduite entre le RMD et les régions du langage. Cela reflète la diminution de la pensée verbale spontanée. Jung appelait cela « silencer l'ego ». Le RMD est fréquemment associé à l'ego, au sens de soi, au récit que nous racontons sur nous-mêmes. Quand vous pratiquez le silence, vous silencez le RMD, vous silencez l'ego. Et cela vous permet d'accéder à ce que Jung appelait le soi, avec un S majuscule, le centre le plus profond de la psyché qui transcende l'ego individuel. Huberman n'a jamais cité Jung directement dans ses épisodes. Mais il a décrit exactement les mêmes mécanismes en utilisant le langage neuroscientifique. Il a parlé de la façon dont le système nerveux autonome a 2 branches. Le sympathique, qui contrôle les états d'alerte, de l'alerte normale à l'attaque de panique totale, et le parasympathique, qui contrôle les états de calme, de la relaxation au sommeil profond. Il fonctionne comme une bascule, toujours tous les 2 actifs, juste dans des équilibres différents. Le nerf vague est classifié comme parasympathique, mais Huberman a fait une distinction importante, même étant dans la branche parasympathique du système nerveux autonome. Le nerf vague n'est pas un système calmant. C'est un système de communication. C'est un système moteur. Il communique du cerveau au corps et du corps au cerveau, et il change la fonction de différents organes. C'est exactement ce que Jung décrivait quand il parlait de la connexion entre psyché et soma, entre l'esprit et le corps. Il a intuité qu'il y avait un système qui connectait nos états mentaux à nos états corporels, que nos émotions n'étaient pas seulement dans la tête, mais étaient ressenties dans tout le corps. Le nerf vague est cette connexion, et voici quelque chose dont presque personne ne parle. Jung a décrit un type psychologique qu'il a appelé l'introverti sentimental. Ce type correspond à des personnes solitaires qui ont une grande difficulté à établir des relations sociales avec d'autres personnes. Ils peuvent être insociables et mélancoliques. Ils font tout leur possible pour passer inaperçus et aiment rester en silence. Cependant, ils sont très sensibles aux besoins des autres. Relisez cela. Ils sont très sensibles aux besoins des autres. Jung décrivait les empathes il y a plus de 100 ans. Il a identifié ce type de personne qui préfère le silence, mais est extrêmement sensible aux autres. Il n'a pas utilisé le mot « empathe » parce qu'il n'existait pas à cette époque, mais il a cartographié exactement les mêmes caractéristiques. Et maintenant, nous comprenons pourquoi le silence est si puissant pour ce type de personne. Parce que le silence n'est pas une fuite, ce n'est pas de l'évitement. C'est l'habitat naturel de l'empathe. C'est là qu'il se renforce. Où son système nerveux se régule, où son interoception s'amplifie, où il accède à sa vraie sagesse. Mais gardez cette information, parce que je vais y revenir plus tard. Parce qu'il existe un aspect du silence que Jung a découvert qui va rendre tout cela encore plus clair. Avant cela, je dois vous montrer quelque chose que Huberman a révélé sur la connexion entre le silence et la guérison émotionnelle. Dans son laboratoire à Stanford, il étudie comment le cerveau traite les traumatismes et le stress. Et l'une des découvertes les plus impressionnantes est que le silence active des mécanismes de guérison qui ne fonctionnent tout simplement pas lorsque nous parlons ou écoutons. Quand vous parlez,
Vous utilisez de l'énergie, votre cerveau traite le langage, organise les pensées, surveille les réactions. Quand vous écoutez, vous êtes encore en train de traiter. Vous êtes encore en train de répondre intérieurement. Mais quand vous êtes dans un silence vrai, sans parler et sans vous préparer à parler, quelque chose de différent se produit. Votre cerveau entre dans un mode de traitement plus profond. Les zones liées à la mémoire et à l'émotion deviennent plus actives. Et cela permet aux expériences non traitées d'être finalement intégrées. Jung a décrit cela d'une autre façon. Il a dit que dans le silence, les contenus de l'inconscient peuvent émerger dans la conscience. Des rêves, des souvenirs, des images symboliques. Tout cela a besoin de silence pour apparaître, parce que le bruit constant, tant externe qu'interne, maintient ces choses refoulées. Le silence est la porte, et l'empathe qui apprend à utiliser cette porte a accès à des couches de lui-même que la plupart des gens ne connaissent jamais. Il existe une recherche de 2024 publiée dans le Science Times qui a montré quelque chose de fascinant sur la neuroplasticité. Les chercheurs ont découvert que même les traits de personnalité, auparavant considérés comme fixes, sont en fait modifiables. Les introvertis peuvent apprendre la confiance sociale. Les personnes chroniquement anxieuses peuvent cultiver la paix intérieure. Et cela se produit grâce à des pratiques qui impliquent le silence et l'introspection. Le cerveau se remodèle, de nouvelles connexions se forment, de vieux schémas se dissolvent. Cela signifie que le silence de l'empathe n'est pas seulement une pause, c'est une pratique de transformation active. Chaque moment de silence conscient remodèle littéralement le cerveau, créant de nouvelles possibilités, ouvrant des chemins qui étaient auparavant fermés. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui a changé ma perspective à ce sujet. Huberman a expliqué que lorsque vous inspirez, votre cœur accélère. Lorsque vous expirez, votre cœur ralentit. Cela se produit parce que le cerveau envoie des informations via le nerf vague de retour au cœur pour le ralentir. Alors que les inspirations accélèrent le cœur, les expirations ralentissent le cœur. Il a enseigné une technique appelée le soupir physiologique, 2 inspirations suivies d'une expiration longue. Cela active le système parasympathique et calme le système nerveux presque instantanément. C'est ce que les empathes font intuitivement quand ils choisissent le silence. Ils régulent leur système nerveux, ils activent le nerf vague, ils entrent dans des états plus profonds de perception, mais la plupart des empathes ne le savent pas consciemment. Ils sentent simplement qu'ils ont besoin de silence, qu'ils sont épuisés par trop de conversations, qui ont besoin de temps seul pour se ressourcer. Maintenant, vous savez pourquoi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse biologique. Votre corps sait ce dont il a besoin avant même que votre esprit conscient ne le comprenne. Et c'est là qu'entre en jeu quelque chose d'encore plus profond. Jung parlait d'un processus qu'il appelait l'individuation. C'est le voyage pour devenir qui vous êtes réellement, pour intégrer toutes les parties de soi-même. Pour transcender l'ego limité et accéder au soi plus profond, et Jung était très clair, ce processus requiert le silence, il requiert l'introspection, il requiert du temps loin du monde extérieur. Huberman n'a jamais utilisé le mot individuation, mais il a longuement parlé de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions, à modifier sa structure en fonction de l'expérience. Et les recherches montrent que la pratique du silence et de la méditation favorise la neuroplasticité. Elle augmente la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui soutient la croissance des cellules cérébrales, la longévité et la plasticité synaptique. Jung savait que le silence transforme. Huberman a prouvé que le silence remodèle le cerveau. L'empathe qui comprend cela a un avantage énorme. Parce qu'il ne se contente pas de se reposer lorsqu'il entre dans le silence.
Il est activement en train de reconfigurer ses réseaux neuronaux. Il renforce sa capacité de perception. Il devient davantage lui-même. Maintenant, faites attention à ce que je vais dire, parce que cela peut changer vos relations pour toujours. Le silence de l'empathe a un effet profond sur les autres personnes. Et pas seulement parce que c'est l'absence de mots. C'est parce que le silence de l'empathe porte une présence. Quand un empathe se tait après avoir été blessé, les autres personnes le ressentent, elles ne savent pas expliquer ce qu'elles ressentent, mais elles le ressentent. Elles sentent le poids, la profondeur, la signification. Et c'est parce que lorsque l'empathe entre dans le silence, il active tout ce système neurobiologique dont nous avons parlé. Son air vague se régule. Sa conscience interoceptive s'amplifie. Et il commence à émaner une fréquence différente. D'autres systèmes nerveux répondent à cela. Nous sommes biologiquement programmés pour percevoir les états émotionnels chez les autres. Nos neurones miroirs se déclenchent en réponse à ce que nous percevons. Et lorsqu'un empathe entre dans un état de silence profond et régulé, les personnes autour de lui le ressentent dans leur propre corps. Et c'est pourquoi le silence de l'empathe est plus puissant que 1000 mots. Les mots atteignent l'esprit conscient. Le silence régulé de l'empathe atteint le système nerveux directement. Cela va au-delà du langage, au-delà de la logique. Cela atteint les couches les plus primitives du cerveau qui traitent la sécurité et la menace. Jung a compris cela lorsqu'il a écrit sur la projection. Il a dit que nous projetons sur les autres, que nous voyons en eux des parties de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas. Mais l'empathe en silence fonctionne comme un miroir propre. Il ne projette pas, il est simplement présent. Et cela force les autres à confronter leurs propres projections, leurs propres ombres, leurs propres parties non intégrées. C'est inconfortable pour les personnes qui n'ont pas fait le travail intérieur. C'est pourquoi certains fuient le silence de l'empathe. Ils ne supportent pas ce qu'ils voient en eux-mêmes lorsqu'ils sont confrontés à cette présence silencieuse. Mais pour les personnes qui sont sur le chemin de la connaissance de soi, le silence de l'empathe est curatif. C'est comme un lac tranquille où elles peuvent voir leur propre reflet clairement pour la première fois. Et c'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il parlait du pouvoir du silence comme outil thérapeutique. Il restait fréquemment en silence avec ses patients. Il laissait le silence travailler, parce qu'il comprenait que certaines choses ne peuvent pas être dites. Elles ne peuvent qu'être ressenties. Maintenant, je vais revenir sur ce point que je vous ai demandé de retenir. Vous vous souvenez que j'ai parlé d'un aspect du silence que Jung a découvert? Eh bien, Jung a perçu que le silence a une qualité spécifique qu'il a appelée la numinosité, une présence sacrée, une sensation que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Il a décrit cela dans plusieurs de ses écrits. Lorsqu'il entrait dans un silence profond à Bollingen, il ne se contentait pas de se reposer. Il accédait à ce qu'il appelait le soi, la totalité de la psyché, le centre qui transcende l'ego individuel. Et cette expérience avait une qualité transformatrice. Ce n'était pas seulement de la relaxation, c'était une rencontre avec quelque chose de plus grand. Maintenant, regardez ce que les neurosciences ont découvert à ce sujet. Des chercheurs étudiant des méditants avancés ont découvert que pendant les états de silence profond, certaines zones du cerveau s'activent de manières inhabituelles. Le lobule pariétal inférieur gauche, responsable du sens des limites du corps, réduit son activité. Cela crée la sensation d'expansion, de dissolution des frontières, de connexion avec quelque chose de plus grand. Jung appelait cela l'expérience numineuse. Huberman appellerait cela une altération des schémas d'activation cérébrale, différents langages décrivant le même phénomène. Le silence profond ne se contente pas de calmer. Il transforme la propre perception de qui vous êtes. Les empathes rapportent cela fréquemment. Ils entrent dans le silence et sentent qu'ils s'étendent, que leurs limites se dissolvent, qu'ils peuvent sentir des choses qui sont au-delà d'eux-mêmes.
Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la neurobiologie. Leur cerveau fonctionne littéralement différemment pendant ces états. Et c'est pourquoi le silence de l'empathe porte autant de poids. Parce que lorsqu'il est dans un silence profond, il accède à des états de conscience que peu de personnes expérimentent. Il est connecté à quelque chose au-delà de l'ego commun. Et cela émane de lui. Les autres personnes le ressentent, même sans comprendre ce qu'elles ressentent. Il existe un autre aspect dont presque personne ne discute. Jung a étudié extensivement la relation entre l'individu et le collectif. Il a dit que nous ne sommes pas seulement des individus isolés, nous sommes connectés à travers ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, des couches profondes de la psyché que nous partageons avec toute l'humanité. L'empathe en silence accède à ces couches. Il n'est pas seulement en contact avec lui-même. Il est en contact avec des schémas plus profonds, des archétypes, des symboles universels, et de la même manière que les neurones miroirs nous permettent de sentir ce que les autres sentent. Ces connexions plus profondes permettent à l'empathe d'accéder à une sagesse qui transcende son expérience individuelle. Huberman décrirait cela en termes de réseaux neuronaux et de connectivité cérébrale. Jung le décrirait en termes d'archétypes et d'inconscient collectif. Mais les deux pointent vers la même réalité. Le silence ouvre des portes, et l'empathe qui sait utiliser le silence a accès à des dimensions de l'expérience qui restent fermées pour la majorité. Vous avez parcouru ce contenu jusqu'ici. Vous avez compris la théorie, la science, la validation. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole pratique, ce que vous pouvez faire avec cette information pour transformer votre vie. Premièrement, reconnaissez que votre désir de silence n'est pas une faiblesse, c'est une force biologique. Votre système nerveux sait qu'il a besoin de silence pour se réguler. Arrêtez de vous excuser pour cela. Arrêtez de penser que vous devriez être plus extraverti. Jung était introverti et il a été l'un des hommes les plus influents du XXe siècle. Deuxièmement, utilisez le silence intentionnellement, pas seulement quand vous êtes épuisé ou que vous fuyez. Choisissez des moments de silence quand vous vous sentez bien, quand vous êtes fort. Utilisez-le comme une pratique. Les méditants, Vipassana de l'étude, avait 11 000 heures de pratique. Vous n'avez pas besoin d'autant, mais vous avez besoin de consistance. Troisièmement, combinez le silence avec la respiration consciente. Andrew Huberman a enseigné que 2 inspirations suivies d'une expiration longue activent immédiatement le système parasympathique. Faites cela pendant vos moments de silence. Amplifiez l'effet. Quatrièmement, prêtez attention à votre interoception. Quand vous êtes en silence, percevez ce que vous ressentez dans votre corps. Où est la tension? Où est la relaxation? Quelles sensations surgissent? Huberman a dit que cette conscience interoceptive peut être affinée. Plus vous pratiquez, plus vous devenez sensible. Cinquièmement, comprenez que votre silence affecte les autres. Utilisez cela avec sagesse, pas comme une arme, pas comme une punition, mais comme une présence, comme une invitation à ce que les autres aussi se calment, à ce que les autres aussi accèdent à leur propre profondeur. Sixièmement, quand quelqu'un vous blesse, ne répondez pas immédiatement. Entrez d'abord en silence. Régulez votre système nerveux. Accédez à votre interoception. Et seulement alors, quand vous êtes centré, décidez comment répondre. Ou si vous devez répondre, parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Septièmement, créez un espace physique pour votre silence. Jung avait Bollingen. Vous n'avez pas besoin d'une tour en Suisse, mais vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez être en silence, sans interruption, où vous pouvez déconnecter les appareils, où vous pouvez simplement être. Huitièmement, utilisez le silence pour accéder à votre intuition. Jung pratiquait l'imagination active en silence. Il laissait des images surgir de l'inconscient. Vous pouvez faire de même. Entrez en silence.
détendez-vous et observez simplement ce qui surgit, sans juger, sans diriger, juste en observant. Neuvièmement, rappelez-vous que le silence est un processus d'intégration. Chaque fois que vous entrez en silence conscient, vous donnez de l'espace à des parties non intégrées de vous-même pour émerger. Cela peut faire remonter des émotions difficiles, des souvenirs oubliés, des parties sombres. Ne fuyez pas cela, c'est ainsi que la guérison se produit. Dixièmement, faites confiance au processus. Jung a mis des décennies à développer sa pratique du silence. Huberman montre que les changements neuroplastiques prennent du temps. Vous ne transformerez pas votre cerveau en une seule session. Mais chaque moment de silence conscient crée de nouvelles connexions, renforce de nouveaux schémas, reconfigure votre neurobiologie. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous savez maintenant quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Vous savez que votre silence n'est pas vide. Il est plein de pouvoir, de présence, de transformation. Jung a passé toute sa vie à étudier la psyché humaine. Il a plongé dans les profondeurs de l'inconscient. Il a confronté des ombres qui auraient détruit des personnes moins courageuses. Et à la fin, ce qu'il valorisait le plus était le silence, ces moments à Bollingen, ces heures d'introspection solitaire, ces jours sans parole. Huberman a passé des décennies dans les laboratoires de Stanford. Il a mesuré, quantifié, analysé. Il a utilisé les technologies les plus avancées disponibles pour comprendre comment le cerveau fonctionne. Et ce qu'il a découvert valide tout ce que Jung a intué. Le silence change le cerveau. L'interoception connecte le corps et l'esprit. Le nerf vague est le canal de communication qui unit tout. Vous êtes un empathe. Vous sentez ce que les autres ne sentent pas. Vous percevez ce que les autres ne perçoivent pas. C'est un don, mais c'est aussi une responsabilité. Parce que maintenant vous savez que votre silence a du pouvoir. Le pouvoir de vous transformer vous-même, le pouvoir d'affecter les autres, le pouvoir d'accéder à des niveaux de conscience que la plupart des gens ne connaîtront jamais. La question maintenant est simple. Que vas-tu faire de ce pouvoir? Vas-tu continuer à utiliser le silence seulement comme une fuite? Ou vas-tu commencer à l'utiliser comme l'outil de transformation qu'il est réellement? Jung a dit un jour que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Huberman a prouvé que contrôler sa biologie est la clé pour contrôler sa vie. La synthèse est claire. Éveillez-vous à l'intérieur, contrôlez à l'extérieur. Et utilisez le silence comme le pont entre les deux mondes. Votre silence est plus puissant que 1000 mots. Jung l'a révélé. Huberman l'a validé. Maintenant, vous savez, la transformation commence au prochain moment où vous choisissez de vous taire. Pas par peur, pas par épuisement, mais par pouvoir, par sagesse, par choix conscient d'entrer dans un état qui reconfigure votre cerveau, régule votre système nerveux et change la réalité autour de vous. C'est le secret que les vrais empathes portent, c'est le pouvoir que peu comprennent. Et maintenant, vous faites partie de ce groupe. Utilisez-le avec sagesse. J'ai produit ce contenu avec beaucoup de recherche et de soins parce que je sais qu'il peut transformer des vies. Si vous avez ressenti la valeur de ce que vous avez reçu aujourd'hui, envisagez de soutenir ce travail grâce au Super Thanks. Chaque soutien n'est pas seulement financier. C'est vous qui dites « continue à révéler ce que peu ont le courage de partager ». C'est vous qui devenez partie active de cette mission d'unir la sagesse de Jung avec la science de Huberman. Quand vous cliquez sur le cœur doré, vous financez la prochaine révélation. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de vérité avec moi. Commentez ici en bas. Team Silence versus Team Mots. Comment utilisez-vous votre silence? Comme un outil de pouvoir ou comme une fuite? Je veux connaître votre expérience. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de comprendre le pouvoir du silence, envoyez cette vidéo à cette personne.
Parce que parfois le message juste arrive au moment juste et peut-être que vous êtes le messager qui va changer la vie de quelqu'un aujourd'hui.